Parure et vêtements d'art brut. Très étonnant parce qu'en fait, toujours lié au corps, lié à ce qui touche les créateurs et les créatrices qui les ont réalisés, mais qui nous touche aussi, nous, qui les découvrons et qui prenons connaissance de ces œuvres-là. Par exemple, Marguerite Sirvin qui a créé celle qui est devenue célèbre, hein, sa robe de mariée, avec des fils tirés dans les draps de ses lits et du lit de ses compagnes de cauchemar, puisqu'en fait, elle était internée dans un hôpital psychiatrique à Saint-Alban-sur-Limagnole, dans le sud de la France. Et en fait, cette femme va créer une œuvre avec des fils qu'elle a extirpés, qu'elle a extraits. Donc elle procède d'abord à une sorte d'effilochage, elle tire, elle déchire, elle détruit ce qui appartient à l'asile, et puis elle le transforme dans une sorte de féerie et de ferveur. Elle crée sa robe depuis le bas, semble-t-il, vers le haut, une dentelle inventée, plusieurs techniques qui s'entremêlent, ça reste très mystérieux, la manière avec laquelle elle a travaillé. Et puis cette femme, eh bien, elle crée sa robe de mariée parce qu'elle rêve d'amour, elle rêve d'être aimée et d'aimer, mais aussi elle va au-delà. Ça devient plus en fait qu'une robe de mariée, c'est une robe d'être, pourrait-on dire, une robe existentielle, une robe philosophique. C'est une manière de reconquérir sa propre identité qui a été bafouée et de rendre hommage à son corps qui a été humilié dans cet hôpital à cette époque, dans les années 40, 50 et même avant, hein, dans les années 30 bien sûr. Elle est internée au début des années 30. Et puis, il y a aussi Agnès Richter, dans un autre pays, en Allemagne, loin d'elle, qui, à la fin du siècle, du 19e siècle, début du 20e, eh bien, elle crée précisément avec la veste qui fait partie de l'uniforme réglementaire, qu'elle est obligée de porter comme toutes les autres patientes. D'abord, quand on arrive à l'hôpital, on est dénudé dans tous les sens du terme, hein. On ne possède plus rien sur son corps, on ne possède plus aucun bien matériel. Les femmes doivent enlever leur alliance et elles perdent leur nom de famille, elles retrouvent leur nom de jeune fille. Et en fait, Agnès Richter va entreprendre vraiment cette veste, elle va la transformer, échanger la manche gauche contre la manche droite, créer des pinces, créer des petites pinces aussi aux épaules. Et puis elle va surtout broder une sorte de journal intime, un journal d'effusion scripturaire sur cette veste qu'elle aura transformée. Et ça devient une sorte de deuxième peau parce qu'elle va la porter, contrairement à Marguerite Sirvin qui ne portera jamais cette robe de mariée. Eh bien, au fond, Agnès Richter, c'est comme si sa première peau n'était plus suffisante, comme si elle était devenue trop vulnérable, et puis elle se crée une sorte de protection. Bien sûr que cette veste a une valeur de protection, mais elle a aussi une valeur apotropaïque, c'est-à-dire qui éloigne le mal. Et c'est de cette manière qu'elle retrouve aussi eh bien, une sorte d'intégrité qu'elle a perdue dans ces années d'internement jusqu'à sa mort. Et puis toute autre chose. Dans ce livre, eh bien, il y a énormément de créateurs qui créent des parures, des manteaux de cérémonie, des couvre-chefs, et au nombre desquels Vahan Poladian, qui lui est un homme d'origine arménienne et qui, à la fin de sa vie, largue les amarres, se retrouve à Saint-Raphaël, dans le sud de la France aussi, et qui est accueilli par un home arménien pour personnes âgées. Et c'est là qu'en fait, il va pouvoir créer dans les combles, dans ce qui lui sert de petite chambre de bonne, un atelier dans les toits, eh bien, il va créer des parures qu'il va porter chaque jour. Alors, ce sont toujours des vestes, des parures, des jupes avec des tissus chamarrés. Il travaille avec une machine à coudre très rapidement et il crée aussi des couvre-chefs insensés, très extravagants, des sceptres, et puis il défile dans les rues de Saint-Raphaël comme pour rendre hommage à son Arménie perdue, son Arménie lointaine. C'est une manière de rendre hommage à son Arménie, mais non pas de manière patriotique. Ce qu'il fait, c'est avec beaucoup d'humour et même de l'ironie, parce qu'en fait, ces parades publiques quotidiennes, eh bien, elles sont accompagnées d'un rire inextinguible.
et qui, lui donne, peut-être, une joie pour survivre, une manière de survivre. Il est dans l'extravagance et la démesure tout le temps. Beaucoup d'autres qui travaillent avec des matériaux récupérés très souvent et avec une ingéniosité. Un autre qui travaille avec des brins d'herbe, bref, qu'il tisse. Ce sont des œuvres qui frappent visuellement, mais aussi physiquement, parce qu'on les reçoit physiquement, in petto. On les reçoit dans notre corps, puisqu'elles sont destinées à d'autres corps. C'est par le corps que l'on appréhende toute chose, que l'on appréhende le monde, nous disait Merleau-Ponty. Et par chance, eh bien, j'ai pu rencontrer Jean Starobinski quelques années avant qu'il ne décède, et il m'a donné une interview qui paraît dans ce livre et qui est inédite. Il parle de l'importance du corps, surtout chez les personnes qui sont internées et enfermées.